D'accord, bonjour tout le monde. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les recherches que je fais présentement à Figura depuis janvier dernier, puis encore pour un petit peu plus qu'un an. Mon projet de recherche s'intitule Les résurgences de l'avant-garde dans la culture contemporaine. Aujourd'hui, pour présenter mes choses un peu plus en lien avec le sujet du séminaire, j'ai décidé d'intituler ma conférence Imaginaire de l'avant-garde et création contemporaine. En fait, je me suis un peu interrogée avant de venir ici. J'ai réfléchi à ce qui pouvait rapprocher les liens qu'on pouvait faire entre mon sujet de recherche et puis le sujet de ce séminaire de recherche. Je pense qu'il y a plusieurs ponts qu'on peut mettre entre les deux. D'abord, évidemment, le fait que l'imaginaire de l'avant-garde, c'est un aspect de l'imaginaire contemporain. À mon avis, c'est même un aspect assez important, un aspect qui joue un rôle, relativement important dans la création artistique contemporaine. Et ça, même si c'est pas quelque chose qui va toujours de soi. Alors, je vais revenir là-dessus au fil de mon exposé. Peut-être que ma position là-dessus va devenir un peu plus claire. Un autre lien qu'on peut faire avec le sujet du séminaire, c'est le lien théorique qui existe entre la notion d'avant-garde, la notion de contemporanéité. L'avant-garde, en théorie du moins, devait être en son temps, à l'époque de son apogée, le summum du contemporain. L'avant-garde, ça devait être cela même qui, dans le contemporain, est le plus avancé et le plus libéré des attaches du passé. Évidemment, il y a des problèmes en lien avec ça. D'abord, c'est que la notion d'avant-garde, aujourd'hui, est devenue une notion plutôt désuète. L'idée de progrès, par exemple, qui est sous-jacente à la notion d'avant-garde, est une idée qui n'a plus vraiment en cours, plus dans l'art en tout cas. La possibilité même de la nouveauté artistique semble avoir été écartée ces dernières décennies. Et puis ça, c'est sans compter aussi tous les problèmes éthiques liés à l'avant-garde qui ont été mis en relief ces dernières 2 ou 3 décennies, notamment par la critique féministe, par la critique postcoloniale. Des problèmes éthiques qui font en sorte qu'on peut se demander si l'avant-garde, même si elle était encore possible aujourd'hui, si elle serait encore souhaitable. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais développer un peu plus tout à l'heure. Donc, plus précisément, l'objet de mes recherches est double. Mon premier objet de recherche, je dirais que c'est l'imaginaire de l'avant-garde. Le second objet, ce serait plutôt la question des rapports entre l'avant-garde et l'imaginaire contemporain. Donc, je vais développer aussi tout à l'heure un peu plus sur la nuance entre ces deux différents objets de recherche. Ce dont je voudrais parler un peu plus pour l'instant, c'est de ma méthode, donc comment j'étudie ces choses-là, l'imaginaire de l'avant-garde et les rapports entre imaginaire contemporain et avant-garde. J'étudie ça par une observation des emprunts, les emprunts directs ou indirects, à l'héritage des avant-gardes historiques dans la culture contemporaine, que ce soit dans l'art, dans la littérature, dans la publicité aussi, dans le design. En gros, ce qui m'intéresse, surtout pour le moment en tout cas, c'est la culture visuelle dans son ensemble. Même si ma formation est plus littéraire, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur le domaine du visuel.
Donc, en d'autres mots, ce qui m'intéresse finalement, c'est la récupération de l'avant-garde. Et là, j'emploie le mot récupération en sachant très bien que c'est un terme plutôt qui a des connotations plutôt péjoratives, mais je l'emploie sans vraiment porter de jugement sur le concept même de récupération. Le point de départ de mes recherches sur la récupération, c'est un intérêt d'assez longue date pour les avant-gardes historiques. J'ai travaillé beaucoup sur les avant-gardes historiques. J'ai fait ma thèse sur l'avant-garde russe. Et puis, donc, tout ça, ça m'a amené à être assez réceptive, à porter attention particulièrement aux multiples références aux avant-gardes qu'on trouve dans notre environnement, dans la culture contemporaine en général. Donc, je me suis toujours sentie particulièrement interpellée par ces références-là. Et puis, d'abord, la première constatation que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est que ces références-là sont extrêmement nombreuses. Et c'est quelque chose d'un peu surprenant dans un sens, dans la mesure où l'avant-garde elle-même, on n'arrête pas de dire qu'elle est démodée, qu'elle a fait son temps. Mais en même temps, les références à l'avant-garde sont multiples et diverses dans le monde contemporain. Donc, les questions que ce phénomène-là m'amène à me poser, les questions auxquelles je pense que l'étude un peu plus approfondie des œuvres de récupération pourra m'amener éventuellement, progressivement à répondre. D'abord, qu'est-ce qu'on vient chercher chez les avant-gardes aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on sent encore le besoin de se tourner vers les avant-gardes aujourd'hui? À quoi est-ce que ces avant-gardes-là riment pour nous? Qu'est-ce que signifie l'avant-garde pour nous? Qu'est-ce que ça signifie quand on emprunte à cet héritage-là? Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qu'on a retenu de cet héritage-là? Qu'est-ce qu'on choisit d'en récupérer, d'en recycler? Et puis, le corollaire de ça, qu'est-ce qu'on choisit de laisser de côté? Et puis, pourquoi on laisse ces aspects-là de côté? Donc ça, c'est quelques-unes des questions qui m'intéressent, qui sont centrales dans mes recherches. Alors, sur ce, je peux vous présenter peut-être un peu plus en détail le plan de ma conférence d'aujourd'hui. Vous voyez que mon plan est en quatre parties. Donc, l'introduction, c'est ce que je viens de faire, ce que j'achève à l'instant. La prochaine partie, ça va être une mise en contexte sur la situation de l'avant-garde aujourd'hui. Ça va probablement être la partie la plus longue de mon exposé. Et c'est dans le cadre de cette section-là qu'on va parler un petit peu du texte de Foster que je vous avais suggéré de lire en préparation de ma conférence. Le troisième point, ça va... Les deux derniers points de mon exposé vont correspondre aux deux objets de recherche que je viens de présenter. Donc, d'abord, la question de l'imaginaire contemporain de l'avant-garde. Alors, on va essayer de cerner cet imaginaire de l'avant-garde tel qu'il se révèle à travers le cas particulier de la récupération d'une œuvre, à savoir le Carré noir sur fond blanc de Kazimir Malevich, dont je vais tenter de faire un petit historique, un historique de l'histoire de la récupération de cette œuvre-là spécifique. La question qui sous-tend un peu cette partie-là de ma conférence, cette partie-là de mes recherches, c'est la question de savoir qu'est-ce que l'avant-garde pour nous aujourd'hui. C'est une question qui appelle surtout un travail d'observation plus qu'un travail spéculatif. Et puis, la quatrième et dernière partie de mon exposé va porter sur la question des rapports entre l'avant-garde et l'imaginaire contemporain. Je vais présenter quelques tendances récentes, d'abord dans le discours théorique sur les avant-gardes et ensuite dans l'art contemporain.
Des tendances qui, selon moi, attestent de la pertinence de la production des avant-gardes historiques et du concept même d'avant-garde dans la création contemporaine et qui mettent en relief les liens déjà existants entre l'imaginaire contemporain et la production des avant-gardes historiques. Alors, la question qui va sous-tendre cette partie-là de mes recherches et de mon exposé, ce sera qu'est-ce que l'avant-garde peut encore nous apporter aujourd'hui? Et ça, c'est une question qui appelle un travail un peu plus spéculatif. Je pense donc au point 2, la question du contexte de la situation de l'avant-garde aujourd'hui. Donc d'abord et avant tout, j'aimerais commencer par faire un bref historique de l'avant-garde, de sa réception, juste pour s'assurer qu'on a tous la même chose à l'esprit, que la chronologie est bien claire. Donc tout d'abord, quand je parle de l'avant-garde tout court, l'avant-garde historique ou encore de la première avant-garde, je fais référence à cette tendance artistique qui a émergé en Europe et dont l'apogée se situe dans les années 10 et 20. Évidemment, la première avant-garde, on peut dire qu'elle s'est étendue un peu plus loin que ces années-là, mais vraiment, la grande époque, c'est les années 10 et 20. Et ça se passait essentiellement en Europe. Les caractéristiques communes de cette première avant-garde, je dirais que c'est une recherche systématique de nouvelles formes artistiques devant révolutionner l'art et la vie. Cette recherche, par ailleurs, va généralement de pair avec un rejet du passé, un rejet radical du passé, la recherche de la provocation et un engagement politique plus souvent à gauche, voire à l'extrême gauche, mais il y a des exceptions aussi. Les futuristes italiens, par exemple, avaient plutôt des liens avec l'extrême droite. Donc, on peut pas tout à fait généraliser sur l'engagement politique des avant-gardes historiques, mais il reste que l'engagement politique est un aspect quand même assez important de l'avant-garde historique. Mais ce qui relie tout ça, c'est vraiment plutôt la recherche systématique de nouvelles formes artistiques devant révolutionner l'art et la vie. La fin de cette avant-garde, on l'associe généralement à la montée des totalitarismes dans les années 30, surtout pour ce qui est de l'Allemagne et de l'URSS, où vraiment l'avant-garde a été complètement annihilée par les régimes totalitaires au pouvoir. Ailleurs dans le monde, en France par exemple, on associe plus la fin des avant-gardes à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc à ce moment-là, l'avant-garde disparaît presque complètement ou de la surface du monde, où enfin elle se terre. Elle est vraiment en retrait de la vie culturelle, artistique. Par contre, elle réapparaît quand même assez rapidement après ça, dès les années 50, jusque pendant les années 60, 70, on s'est mis à redécouvrir graduellement l'avant-garde un peu partout dans le monde. Cette redécouverte survient d'abord et avant tout aux États-Unis, dès les années 50 aux États-Unis, et puis un peu plus tard ailleurs, en ex-URSS, évidemment, cette redécouverte va se faire plus tardivement, parce que dans les années 50, on est encore, au début des années 50, c'est encore le stalinisme. C'est pas le bon moment encore pour la réémergence de l'avant-garde. Les conséquences de cette redécouverte de l'avant-garde dans les années 50, 60, 70, une première conséquence, c'est l'élévation de l'avant-garde au statut de canon dans les travaux de critiques influents, comme par exemple Clement Greenberg, dont vous connaissez peut-être un texte assez célèbre qui s'appelle « Avant-garde and Kitsch ». Dans ce texte-là,
je caricature un peu, mais pas tellement. Greenberg dit plus ou moins qu'il y a deux voies possibles dans l'art. Une bonne voie, qui est celle de l'avant-garde, qui est celle de la recherche formelle, et puis une mauvaise voie, qui est la voie de la facilité, et qui est associée à la culture populaire, mais aussi à la culture dominante dans les régimes totalitaires. Donc avec Greenberg, l'avant-garde devient vraiment un canon culturel comme un autre. Une autre conséquence de cette redécouverte, surtout dans les pays où l'avant-garde a été interdite, comme en Union soviétique, ça va être une héroïsation de l'avant-garde historique qui va devenir quelque chose de mythique et d'idéalisé aussi. Et puis, troisième conséquence que je juge bon de mentionner, en art, dans le monde de l'art, ça va être un retour à certaines pratiques de l'avant-garde, aux États-Unis principalement, dans l'esthétique de la néo-avant-garde dont parle justement Foster dans le texte que je vous ai donné à lire. Quand on parle de la néo-avant-garde, on parle de différents types de pratiques artistiques. On peut parler du néo-dada, par exemple, qui est un concept quand même assez vaste et assez vague, mais aussi de l'art minimaliste, qui est très important pendant cette période des années 50 à 70. Dans les années 80, par contre, en même temps qu'on assiste finalement à un essoufflement de la voie de la néo-avant-garde, processus naturel, on se met aussi à ce moment-là à vouloir déboulonner le mythe de l'avant-garde qui était présent depuis une bonne trentaine d'années. Donc encore là, ça aussi, c'est une réaction assez naturelle à cette idéalisation qui avait eu cours pendant toutes ces années qui ont suivi la redécouverte de l'avant-garde. Donc, en quoi consiste le déboulonnement du mythe de l'avant-garde? C'est venu, à partir des années 80, on s'est mis à s'attaquer un peu à l'avant-garde sur différents fronts. L'une des principales sources de ces attaques, c'est la critique féministe. Je vous en parlais tout à l'heure. La critique féministe qui a mis en relief le caractère fondamentalement sexiste de l'avant-garde, notamment le machisme qui prévalait à l'intérieur même des groupes d'avant-garde où les femmes ont eu très peu de place et où leur contribution était généralement très mal reconnue. Et puis aussi, un autre aspect sexiste de l'avant-garde, c'est son rejet général de la femme, des valeurs associées à la féminité. Parce que la femme, pour l'avant-garde, était souvent associée à la domesticité, au confort du foyer, à la passivité et donc au passéisme en général. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu le manifeste du futurisme de Marinetti qui dit « Nous voulons chanter le mépris de la femme, la glorification de la guerre, etc., etc. » Donc, cet aspect sexiste de l'avant-garde, je pense pas que ce soit une interprétation de la critique féministe, c'était vraiment un fait qu'on doit reconnaître aujourd'hui. Mais le fait de mettre ça en relief, c'est venu remettre en question assez sérieusement le mythe du progressisme social de l'avant-garde, parce qu'on aime bien quand même, en général, associer l'avant-garde à une vision de société progressiste. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la critique postcoloniale qui s'est beaucoup attaquée à l'avant-garde, un peu attaquée à l'avant-garde, disons, en soulignant notamment le caractère eurocentriste de la notion du concept même d'avant-garde,
qui se trouve en fait à exclure de facto toute pratique artistique qui ne s'inscrit pas dans la tradition occidentale. Et ça, on peut dire alors même que les pratiques non occidentales, l'art africain par exemple, ont joué un rôle majeur dès le début du développement des avant-gardes historiques. La critique postcoloniale, par contre, ne va pas nécessairement avec un rejet de la notion d'avant-garde. Elle peut aller de pair avec une tentative de redéfinir, un appel à redéfinir la notion de l'avant-garde pour la rendre plus inclusive. C'est ce qu'on voit, ce qu'on commence à voir un peu ces dernières années, des publications sur l'avant-garde à l'extérieur du monde occidental. C'est une tendance relativement récente dans les textes théoriques sur les avant-gardes. D'autres mythes liés à l'avant-garde qu'on remet en question, je parlais de son progressisme social. Il y a aussi la question de sa soi-disant originalité qui est remise en question. C'est le titre d'ailleurs d'un essai assez célèbre de Rosalind Krauss, L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes. Ça va de soi, l'avant-garde c'est pas faite toute seule, elle est pas née de nulle part, mais c'est parfois ce que la légende des avant-gardes veut essayer de nous faire croire. Alors, graduellement, à partir des années 80, on se met à remettre ça en question et on se met à retrouver les précurseurs de l'avant-garde pour mettre en relief le fait que, bien souvent, les artistes qui étaient associés à des groupes d'avant-garde dans les années 10, par exemple, leur production n'était pas tellement différente de celle de certains de leurs contemporains qui, eux, n'étaient pas associés ouvertement au mouvement d'avant-garde en question. Donc, le mythe de l'originalité, il y a aussi un autre mythe de l'avant-garde qu'on met en question, c'est celui de son innocence sur le plan politique. Un essai très, très controversé qui est sorti, je pense, au début des années 90, qui fait encore pas mal parler. C'est un essai de Boris Groys, qui portait plus spécifiquement sur l'avant-garde russe. Un essai qui s'appelle « Staline, œuvre d'art totale ». Qui met en relief la compromission de l'avant-garde avec les régimes totalitaires en URSS, une compromission qui est un fait historique avéré, c'est-à-dire qu'au début des années 20, les avant-gardes, par naïveté, par utopisme, par aveuglement, je sais pas, ont voulu essayer de collaborer avec le régime soviétique. Finalement, ils se sont fait écraser assez rapidement par ce même régime, mais il reste qu'au début, ils ont effectivement voulu collaborer. Donc, Groys remet ça à l'avant-plan, mais aussi, dans son essai, il met en relief le caractère totalitaire de l'avant-garde dans son fonctionnement même. Donc, la tendance de l'avant-garde à tout rejeter, ce qui est pas, ce qui ne lui appartient pas, ce qui déroge à ses principes. Groys dit que c'est tout à fait totalitaire et que c'est même la structure selon laquelle fonctionnaient les groupes d'avant-garde a laissé présager, a préparé le terrain même à la venue du stalinisme. Donc, c'est quand même assez extrême comme théorie. Groys dit que finalement, c'est Staline qui a réussi à achever le projet social de l'avant-garde. L'avant-garde voulait déjà contrôler la société, la vie sous tous ses aspects. Eh bien, Staline, lui, a pris le relais et puis il l'a fait avec beaucoup plus d'efficacité, si on veut. Donc ça, c'est quelques mythes de l'avant-garde qui sont remis en question. Il y a aussi les paradoxes, beaucoup de paradoxes qui sont mis en relief. J'en mentionne seulement un. Cette question du culte du futur, du culte de l'effet de choc qui est au cœur
même de l'avant-garde, mais qui paradoxalement a pour effet de rendre obsolètes les gestes de l'avant-garde dès qu'ils ont eu lieu. Et puis le fait que malgré tout ça, l'avant-garde prétende pouvoir continuer à exister. Donc l'avant-garde est jusqu'à un certain point théoriquement impossible, puisqu'elle est condamnée à être toujours dépassée par autre chose. C'est cette question-là, la question du culte du futur, c'est un aspect de l'avant-garde qui nous amène à poser le problème assez central pour moi, qui est le problème de la récupération. Un problème qui, dès les années 70, devient tout à fait central dans les études théoriques sur les avant-gardes. Donc, à quoi est-ce qu'on fait référence lorsqu'on parle de récupération à propos des avant-gardes? D'abord, on fait référence aux emprunts à l'esthétique de l'avant-garde et à la répétition de ces façons de faire dans l'art depuis l'après-guerre. Donc, par exemple, la récupération de l'avant-garde historique par la néo-avant-garde, c'est un exemple de ça. La principale conséquence de ce phénomène-là, c'est une institutionnalisation de l'avant-garde qui, par là, devient un canon artistique comme un autre. Et par le fait même, on peut dire que le tranchant de l'avant-garde se trouve un peu émoussé, à force d'être répété, à force que les pratiques de l'avant-garde soient répétées. Donc, cette pratique d'emprunt à l'esthétique de l'avant-garde est généralement considérée comme une voie sans issue par les théoriciens de l'avant-garde, puisque les artistes qui empruntent à l'avant-garde dans le but de se réclamer eux-mêmes de l'avant-garde se trouvent en fait à agir de la façon la moins avant-gardiste qui soit, puisqu'ils retournent dans le passé au lieu de faire table rase comme le veut l'idéologie de l'avant-garde. Mais aussi, s'ils le font dans le but de rendre hommage à l'avant-garde, ils font fausse route, puisque par là même, ils contribuent à banaliser la production de l'avant-garde. Quand on parle de récupération, on peut parler aussi de la récupération de l'esthétique, l'avant-garde dans la publicité et dans le design. Un phénomène qui pousse encore plus loin le processus de banalisation de l'avant-garde, puisque par là, on en vient à associer l'art d'avant-garde à un univers qui devrait pourtant lui être étranger, voire antithétique, à savoir l'univers du commerce, l'univers de la consommation de masse. Donc, quand la publicité se met à récupérer l'avant-garde, ça laisse entendre que le commerce a réussi à prendre le dessus sur le projet de l'avant-garde. Dans un même ordre d'idées, un petit peu à un autre niveau, à partir des années 60, on assiste aussi à la montée en force de la culture populaire. De l'avis de plusieurs observateurs, on peut considérer que cette culture populaire s'est en fait appropriée avec plus de succès que l'avant-garde ce projet que l'avant-garde avait de rapprocher l'art et la vie. Dans la culture populaire, l'art est devenu accessible aux masses, l'art est devenu accessible partout et en tout temps. Donc, jusqu'à un certain point, on peut dire que l'avant-garde, confrontée à la culture de masse, s'est trouvée à perdre un peu de sa pertinence. Enfin, c'est l'argument de certains critiques historiens de l'avant-garde. Par ailleurs, on peut mentionner aussi que cette exigence de renouvellement continu qui est constitutif de l'avant-garde, c'est devenu aussi la base même de la logique consumériste.
La grande conséquence de tout ça, de toutes ces formes de récupération dont a été victime l'avant-garde, c'est ni plus ni moins que la mort de l'avant-garde. Non seulement l'avant-garde n'est plus à la mode, elle est même devenue théoriquement impossible à force de se faire récupérer. Cette mort de l'avant-garde, qui a été affirmée depuis les années 70 de tous les côtés, est généralement facilement acceptée comme quelque chose qui va de soi maintenant, qu'on considère qu'il s'agit d'une bonne chose ou qu'on considère qu'il s'agit d'un phénomène déplorable. Bref, qu'on le veuille ou non, l'avant-garde est morte. C'est un peu ce qu'on prend pour acquis, c'est un peu le discours dominant sur l'avant-garde aujourd'hui. Alors tout ça, ça m'amène à parler du texte de Foster sur la néo-avant-garde. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Alors, le texte de Foster, c'est un texte qui s'inscrit dans ce contexte où tout le monde déclare que l'avant-garde est morte par la faute principalement de la récupération. C'est je dirais, le contexte dans lequel Foster a écrit son texte. C'est un texte sur la néo-avant-garde des années 50 à 70. La néo-avant-garde, c'est pas un phénomène qui m'intéresse particulièrement en général. C'est pas un phénomène qui m'intéresse aujourd'hui non plus. Mais ce que je retiens de ce texte-là, ce qui le rend intéressant à mes yeux, c'est le fait que ce soit par extension un texte aussi sur la pérennité de l'avant-garde aujourd'hui. Un texte qui propose par ailleurs une réévaluation assez intéressante du phénomène de récupération. Cette récupération qui est condamnée sans appel par la plupart des théoriciens de l'avant-garde. Et condamnée notamment par le plus influent des théoriciens de l'avant-garde, qui est Peter Burger. Burger qui est l'auteur d'un essai qui s'appelle « Théorie de l'avant-garde », qui a été publié pour la première fois en allemand en 1974, mais qui s'est mis à avoir un certain retentissement, surtout à partir de 1984, quand il a été publié en traduction anglaise. Alors, ce que dit Burger dans sa célébrissime théorie de l'avant-garde, je vous donne ici la lecture que Foster fait de Burger, parce que Burger, quand même, va se montrer plus nuancé que ça dans certains textes postérieurs. Mais ce que Foster retient de la théorie des avant-gardes de l'avant-garde de Burger, c'est que pour Burger, l'avant-garde ne peut avoir eu lieu qu'une seule fois pour toutes, et que toute récupération vient institutionnaliser l'avant-garde et par le fait même invalider son projet. Donc, l'avant-garde, pour Burger, c'est un phénomène pathétique et nuisible. L'article de Foster, qui lui date de 1996 en langue originale, c'est un article qui se présente d'ailleurs comme une réponse à Burger. Il y a plusieurs points intéressants, à mon avis, dans cet article, plusieurs raisons pour lesquelles j'ai jugé le bon de vous le donner à lire. Je vous en énumère quelques-uns. La première chose que je trouve intéressante là-dedans, c'est la manière dont Foster laisse entrevoir que la répétition de l'avant-garde peut être plus qu'un geste rétrograde ou vide de sens. Cette idée que la récupération peut même avoir une dimension constructive. Donc ça sous-entend que le phénomène de récupération est quelque chose qui mérite d'être étudié, que la récupération finalement, peut avoir quelque chose à nous apprendre. Ça, c'est un premier point que je trouve intéressant dans le texte de Foster. Autre chose que je trouve intéressante, c'est les questions qui
qu'il dit qui nous amène à nous poser devant la répétition de l'avant-garde et par lesquelles la répétition de l'avant-garde peut nous apprendre des choses. Donc ici, c'est aux pages 27-28. Foster demande pourquoi assiste-t-on à tel ou tel retour, à tel ou tel moment. Ensuite, c'est au bas complètement de la page. Quelle relation y a-t-il entre le moment de l'apparition d'un phénomène, quelle relation il y a entre le moment de l'apparition d'un phénomène et celui de sa réapparition? Et puis la troisième question qu'il pose, en fait, c'est plutôt une question rhétorique. Foster se demande si la néo-avant-garde agit sur l'avant-garde historique selon des modalités que nous ne pouvons saisir que maintenant. Alors, évidemment, c'est ça qu'il va tenter de démontrer dans la suite de son texte. Non seulement que l'avant-garde a affecté l'avant-garde historique en la banalisant, mais que peut-être elle a eu aussi un impact plus positif que ce qu'on a tendance à vouloir croire. Foster, page 29, présente les deux présupposés de son argumentation, deux présupposés auxquels j'adhère tout à fait. D'abord, son premier présupposé, c'est toujours aussi dans le bas de la page, c'est la question de la valeur du concept même d'avant-garde. C'est quelque chose d'important à souligner. Pour Foster, le concept d'avant-garde a de la valeur principalement parce que, je le cite, l'avant-garde demeure une co-articulation cruciale des formes artistiques et politiques. Pour lui, c'est ça qu'il y a d'important qu'on doit retenir de l'avant-garde aujourd'hui. Évidemment, on peut trouver aussi d'autres raisons de dire que le concept d'avant-garde a de la valeur. Par exemple, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans le contexte, dans le concept d'avant-garde, c'est peut-être les idéaux qui lui sont consubstantiels, cet utopisme, cette recherche d'une nouveauté absolue qui est peut-être un idéal inatteignable, mais qui est quand même une recherche assez inspirante. Donc, cette idée que l'avant-garde demeure une notion inspirante, à mon avis, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans le concept d'avant-garde. Mais c'est seulement une parenthèse. Le deuxième présupposé de Foster, c'est la nécessité de renouveler les récits de l'histoire de l'avant-garde, en partant du principe que la réévaluation d'un canon est une activité aussi importante que son expansion ou sa subversion. Autrement dit, c'est cette idée que l'avant-garde n'a pas été cernée et définie une fois pour toutes. Alors, c'est un aspect de la démarche, de l'attitude de Foster qui me semble assez intéressante, de partir du principe que l'avant-garde n'a pas été définie une fois pour toutes. Autre chose à mentionner sur le texte de Foster, c'est que son essai est entièrement basé sur une analogie psychanalytique. Foster pense l'avant-garde comme un événement traumatique qui ne peut pas être compris comme tel immédiatement, dont la compréhension ne peut avoir lieu que dans l'après-coup, par l'intermédiaire d'un autre événement qui vient le ramener à la mémoire. Et puis, cet autre événement pour Foster, c'est principalement la néo-avant-garde. Ce que dit Foster sur le rôle de la néo-avant-garde par rapport à l'avant-garde historique, je pense que ça peut être étendu aussi appliqué à d'autres activités de récupération que simplement celle de la néo-avant-garde. Ce qu'il dit, page 38, c'est que la néo-avant-garde a travaillé à élargir le champ d'action de l'avant-garde, que la néo-avant-garde en a fait une critique créative.
Et page 39, il dit que loin de nullifier le projet de l'avant-garde historique, c'est la néo-avant-garde qui l'aurait pour la première fois compris. Il dit ailleurs aussi que c'est la néo-avant-garde qui pour la première fois aurait accompli le projet de l'avant-garde. Comment il aurait fait ça? Eh bien, c'est en poussant ce qui, dans l'avant-garde historique, était une critique des conventions pour en faire une critique de l'institution. Donc, je ne vais pas développer sur cet aspect de l'argumentation de Foster. Une autre chose qu'on peut ajouter, par contre, qu'il ne mentionne pas vraiment dans son texte, c'est que, à propos de cette question de l'apport de la néo-avant-garde par rapport à l'avant-garde historique, c'est que c'est dans les années 60, alors que l'avant-garde fait un retour par l'intermédiaire, entre autres, de la néo-avant-garde, que l'avant-garde apparaît tout à coup vraiment comme un moment important de l'histoire de l'art. On s'en était pas tellement rendu compte avant qu'elle refasse surface dans les années 50. Donc c'est à ce moment-là, par sa répétition, qu'on commence à en saisir les implications, à identifier l'avant-garde comme telle, à cerner même la notion d'avant-garde, parce que les premières théories de l'avant-garde, ça apparaît pas avant la toute fin des années 60. Alors, c'est en gros ça que je voulais souligner dans le texte de Foster. Ce que j'en retiens surtout, donc, c'est pas tellement ce qu'il a à dire spécifiquement sur la néo-avant-garde, mais plutôt cette idée générale qui sous-tend son texte que les œuvres de répétition, de récupération, peuvent nous apprendre des choses en mettant en relief des aspects de l'avant-garde qui sont restés dans l'ombre jusque-là. Qui sont restés dans l'ombre, notamment parce qu'ils ne trouvaient pas d'écho à leur époque. Donc, c'est cette idée d'actualisation par l'intermédiaire de la récupération. Cette idée qui sous-entend que l'avant-garde aussi n'est pas un phénomène dont la définition a été donnée une fois pour toutes, qui me semble particulièrement intéressante et particulièrement importante dans ce texte-là. Alors, sur ce, j'en arrive à mon troisième point du plan qu'on a ici. La question de l'imaginaire de l'avant-garde. Alors, ce que je me propose de faire maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être d'examiner de près la récupération au sens large de citation, copie, parodie, détournement, d'une œuvre particulière de l'avant-garde historique, qui est le Carré noir sur fond blanc de Kazimir Malevich. Un tableau qui a été présenté pour la première fois au public en Russie en 1915 sous le titre de Quadrangle. Et donc, c'était le Quadrangle, c'est le titre que Malevich avait donné à son tableau, mais assez rapidement, le tableau s'est mis à se faire appeler le Carré noir sur fond blanc et ça lui est resté. Le Carré noir, c'est peut-être le tableau qui a été le plus souvent cité dans l'histoire récente de l'art. Je dirais que peut-être avec la Joconde, c'est sans doute un des tableaux qui a été le plus cité, le plus copié, le plus parodié. L'intérêt particulier de ce tableau, à mon avis, c'est que c'est une des œuvres les plus représentatives du projet de l'avant-garde, c'est un tableau qui pousse vraiment jusqu'à son extrême limite cette recherche de purification formelle qui est au cœur de l'approche artistique de l'avant-garde. Cette idée de la table rase. Pour ceux qui connaissent un peu le discours théorique de Malevich sur son œuvre, sur son carré en particulier,
Cette œuvre-là est représentative aussi de la volonté des artistes de l'avant-garde d'élever leur art au rang de système d'organisation du monde dans son ensemble. Le carré noir était considéré par Malevich comme la clé de voûte de son grand système philosophico-artistique qu'il appelait le suprématisme. Je vais peut-être revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure sur le suprématisme chez Malevich. Mais tout ça pour dire que pour Malevich, le carré noir, c'était plus qu'un tableau. Ça venait avec... C'était l'incarnation même d'un système de réorganisation du monde, d'une philosophie de vie aussi, ni plus ni moins. Donc, on peut dire, en gros, que le carré noir sur fond blanc, c'est une œuvre qui incarne à elle seule toute l'avant-garde historique, tout le projet de l'avant-garde historique, de l'avant-garde russe, en tout cas. C'est pour ça que je pense qu'on peut prétendre qu'étudier la réception du carré noir à travers les œuvres qui en font la récupération, ça peut nous permettre d'étudier comment l'imaginaire de l'avant-garde a évolué dans le temps. Donc l'imaginaire de l'avant-garde en général qu'on peut étudier à travers l'imaginaire du carré noir. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'étudier l'évolution de cet imaginaire-là dans le temps, d'abord, mais aussi dans l'espace, surtout dans le contexte Est-Ouest, qui est assez important lorsqu'on parle de l'avant-garde russe. Je vais revenir là-dessus bientôt. Donc mon plan pour la suite de cette partie de mon exposé, ça va d'abord de faire un petit retour sur l'histoire de la réception et de la récupération du carré. Puis ensuite, je vais faire un exposé quand même assez rapide de la situation contemporaine. La situation contemporaine du carré dans la récupération. Alors, je vous ai dit, le carré noir sur fond blanc, c'est une œuvre qui date de 1915. La légende veut que le tableau ait été créé dans une espèce d'élan mystique. Ça aurait été... Malevich aurait reçu ce tableau-là comme une révélation. Et ça a été une expérience tellement intense pour lui qu'on dit qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a même pas bu pendant des jours et des nuits, que ça l'a laissé dans un état de prostration. Malevich, quand il a été capable enfin de parler de cette œuvre-là, il l'a décrite comme une icône de notre temps. Et d'ailleurs, il l'a présentée au public comme on présente une icône. Donc ça, c'est une reproduction qu'on voit souvent, une photo en fait, dont on voit souvent la reproduction, une photo de l'exposition qui s'appelait la dernière exposition futuriste 010 qui a eu lieu à Petrograd en 1915. Et c'était dans le cadre de cette exposition que Malevich a présenté son carré noir pour la première fois. Et l'endroit, il l'a mis comme ça dans le coin de la pièce. C'est en fait une analogie avec l'icône, parce que dans la maison paysanne russe typique, il y a un coin qui est réservé, je pense que c'est le coin supérieur droit par rapport à la porte d'entrée de la maison, qui est réservé à l'icône. On appelle ça le coin rouge ou le beau coin. Donc, Malevich a décidé de mettre son tableau à cet endroit-là. Donc, pour bien indiquer que pour lui, son carré, c'était une icône. Je vous précise que l'icône dans la tradition russe, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas une image sacrée comme une autre. Ça n'a pas le même sens que les images sacrées dans le catholicisme, par exemple. L'icône, c'est une image dont le statut est au-delà de la représentation. C'est une espèce d'instance médiatrice entre le domaine du visible et le domaine de l'invisible. Donc, on attribue aussi des pouvoirs miraculeux aux icônes dans la religion chrétienne orthodoxe. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, l'icône. Et puis,
pour Malevich, en présentant son carré noir comme une icône, il disait clairement que c'est une image qui avait un statut particulier, qui se distinguait des autres types d'images, des autres types de tableaux. Ce vers quoi le carré noir de Malevich pointe, c'est évidemment pas vers le Dieu des chrétiens orthodoxes, comme c'est le cas pour l'icône ordinaire. Le carré noir pour Malevich pointait plutôt vers le zéro, ou ce qu'il appelait le principe d'économie. Le principe d'économie qui est le principe autour duquel tourne toute sa doctrine du suprématisme. Le zéro, l'économie, c'était pour Malevich ce vers quoi toute l'humanité devait tendre le plus possible. L'humanité devait chercher à économiser ses forces, à se libérer du superflu pour pouvoir ensuite passer au-delà du zéro dans un autre ordre de réalité. On peut mentionner que Malevich était très intéressé aussi, comme beaucoup d'autres de ses collègues à l'époque, par les théories de la 4e dimension ou de l'espace à n dimensions. Donc la 4e dimension pour Malevich, c'était cet autre ordre de réalité qui est présent, mais qu'on n'arrive pas à percevoir et que l'art devrait éventuellement nous aider à percevoir. Donc ce carré noir icône a été reçu à l'époque hors des milieux d'avant-garde comme un geste nihiliste. L'analogie que Malevich faisait avec l'icône était reconnue, mais elle était associée à un acte blasphématoire. Donc, c'est assez représentatif de la réception générale de l'avant-garde à l'époque, c'est-à-dire qu'on refusait de voir plus loin que la provocation, alors que les œuvres elles-mêmes, pourtant, étaient généralement accompagnées d'un discours théorique très élaboré. Les premières œuvres de récupération du carré, on les voit apparaître à partir de la fin des années 10. Bon, tout d'abord, les premières œuvres de récupération, c'est le fruit des élèves de Malevich, c'est le fruit de Malevich lui-même qui a fait des copies de son carré. Mais après ça, les autres œuvres de récupération sont nées tout d'abord d'une réaction négative à l'œuvre. Le premier artiste qu'on peut associer à ça, c'est le peintre Alexandre Rodchenko, qui rejetait le mysticisme de Malevich. Rodchenko qui était un peu plus jeune que Malevich, qui était plus associé à cette nouvelle avant-garde qui a émergé après la révolution bolchevique, cette avant-garde qui voulait essayer de travailler avec le nouveau pouvoir. Donc Rodchenko qui rejetait le mysticisme de Malevich et qui accusait Malevich d'être passéiste, de rester accroché malgré tout à la représentation. Donc ici, une réponse d'Alexandre Rodchenko à Malevich, ça a été sa série des Noirs sur Noirs. Noir sur... En fait, on voit pas, il y a quand même des détails dans le tableau. Il y a vraiment deux teintes de noir différentes qui sont employées. On distingue des formes, mais ça ressort pas à l'écran. C'est pas très grave. Donc, le noir sur noir, qui est pas tellement une réponse au carré noir, en fait, mais plutôt à la série des blancs sur blancs de Malevich. Est-ce que vous voyez bien à l'écran ce que je vous cache? Ça va? Donc, une réponse plutôt à la série des blancs sur blancs de Malevich. Les deux datent de 1918. Une autre réponse de Rodchenko à Malevich, c'est son triptyque, couleur rouge pure, couleur jaune pure, couleur bleu pure. Encore, le jaune ressort orange à l'écran, mais c'est tout simplement du jaune. Donc, il n'y a aucun travail sur la couleur. Donc et puis Foster d'ailleurs en parle un peu de Rodchenko dans le texte que je vous ai donné à lire. Il cite
il rapporte une citation de Rodchenko sur ce tableau-là, sur ce triptyque-là, où Rodchenko présente son œuvre comme un adieu à la peinture, un adieu à la représentation. Donc, ça revient un peu à discréditer la démarche de Malevich, en disant Malevich se pensait bien radical, mais en fait, son art se distingue pas de ce qu'on fait depuis des siècles. Moi, vraiment, je fais quelque chose de radicalement différent. À partir des années 30, l'avant-garde, je vous l'ai dit, tombe en disgrâce complètement en URSS, mais cette fois sous des accusations de formalisme. Alors, autant Rodchenko accusait Malevich d'être un mystique passéiste, mais les soviétiques, ce qu'ils voient dans l'avant-garde, ce qu'ils voient chez Malevich, entre autres, c'est du formalisme, ce qui était vraiment la pire accusation qu'on pouvait faire à un artiste à cette époque-là. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, à partir de ce moment-là, l'avant-garde disparaît en URSS pour un bon bout de temps. Et puis, la réapparition de l'avant-garde russe, entre autres, se fait d'abord aux États-Unis dès les années 50, où on peut voir le carré faire un retour indirect dans l'esthétique minimaliste de la néo-avant-garde. Donc la néo-avant-garde qui est particulièrement friande des carrés noirs, des rectangles noirs, de ce genre de forme. Alors j'ai un exemple ici d'une œuvre assez tardive en fait de minimalisme américain, mais assez représentatif, un tableau de Richard Serra. Et puis, donc je disais que dans le minimalisme américain, on voit un retour indirect du carré noir. En fait, c'est un retour assez direct, je dirais, parce qu'historiquement, ça suit une certaine ligne directrice, puisque le minimalisme américain est héritier de l'esthétique du Bauhaus, où les disciples de Malevich avaient déjà exporté le carré noir dans les années 20. Donc, il y a vraiment une ligne directrice. Ce qu'on dit par contre, c'est que dans son périple américain, le carré noir a perdu une partie de son identité, c'est-à-dire qu'il a été réduit à son seul aspect formel, expurgé tout ce discours métaphysique dont Malevich l'entourait. Aujourd'hui, évidemment, les Américains comme les Russes ont eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec les textes de Malevich. Ils ont pu remettre l'œuvre plus en contexte, mais il reste... je pense qu'on peut dire que le minimalisme américain teinte encore aujourd'hui, surtout chez nous, en tout cas en Amérique du Nord, notre réception de l'avant-garde russe, du carré noir de Malevich, tout particulièrement, puisqu'on tend à entrer en contact avec ces productions du minimalisme américain, généralement bien avant d'entrer en contact avec l'avant-garde historique, notamment par le biais de l'art public. Cette esthétique minimaliste est quand même assez présente encore aujourd'hui. Donc ça teinte notre réception de l'avant-garde historique. Je continue rapidement. En URSS, la redécouverte du carré noir et de l'avant-garde commence dans les années 60, et c'est quand même un assez long processus, années 60, 70, 80, et ça suscite des réactions assez opposées. Tout d'abord, d'une part, on assiste à la naissance d'un certain culte de l'avant-garde dans les milieux artistiques dits non conformistes. Évidemment, ces artistes non conformistes font la connaissance de l'avant-garde de façon très clandestine. Et puis, à leurs yeux, l'avant-garde devient quelque chose de mythique. Je vous en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Bon, un exemple
d'œuvres produites en URSS en réaction à l'avant-garde historique, en réaction au carré noir. C'est en fait toute l'œuvre du peintre Edward Steinberg, qui est un peintre des années 60, 70, 80, qui a essayé plus ou moins de poursuivre le projet des avant-gardes historiques là où il avait été interrompu, comme s'il ne s'était rien passé entre 1930 et 1965. Donc Steinberg a été quand même assez ridiculisé pour ça. Parce que assez rapidement aussi, on a vu naître la réaction inverse à cette idéalisation de l'avant-garde, plutôt une réaction d'irritation et une opposition à ce phénomène-là. On assiste à la naissance d'un mouvement qui s'appelle le Soz-Art, un mouvement auquel font écho notamment les théories de Boris Groys que je vous présentais tout à l'heure sur les liens entre l'avant-garde et le totalitarisme. Un procédé typique du Soz-Art, c'est la combinaison des symboles de propagande communiste et des icônes de l'avant-garde. Donc ici, une image assez représentative du Soz-Art tardif. C'est le Soz-Art? Soz-Art, S-O-T-S, art, comme par analogie avec pop art. Le Soz-Art, Soz pour soviétique. Alors, au milieu, on voit pas très bien, mais c'est un portrait de Staline, évidemment. On le reconnaît. Juste la moustache. Ouais, la moustache. Il y aurait juste la moustache pour ça. Donc, ça il me y en a semble. beaucoup comme ça, des jeux sur... Ah oui, c'est tout un mouvement. Okay. C'est énorme comme production. Ouais. Donc évidemment, c'est ça, on met ensemble les symboles soviétiques, les symboles de l'avant-garde pour mettre en relief la parenté qui existerait entre les deux. Alors on le voit, l'imaginaire de l'avant-garde est assez différent dans les années 60 à 80, est assez différent en URSS de ce qu'il est à ce moment-là aux États-Unis. Aux États-Unis, où l'avant-garde est associée au formalisme, à une esthétique puriste, alors qu'en URSS, la conception de l'avant-garde est beaucoup plus politisée. Qu'en est-il de l'époque contemporaine? Quand on parle de l'époque contemporaine et qu'on aborde ce qui se passe quand on s'intéresse à l'Europe de l'Est, à la Russie, l'époque contemporaine, on la fait généralement commencer vers 1992 avec la chute du régime soviétique, la chute du bloc de l'Est. Alors, qu'est-ce que les œuvres de récupération depuis 1992 viennent nous dire sur l'imaginaire de l'avant-garde aujourd'hui? Je vais essayer d'y aller assez rapidement parce que le temps passe, donc je vais passer rapidement sur cette image-là qui est la photo d'une performance qui s'appelait le Black Square on Red Square, qui a été réalisée par un collectif d'artistes slovènes, donc ex-yougoslaves, à Moscou en 1992. Donc, ces artistes-là du groupe Irwin sont arrivés sur la Place Rouge, qui est le cœur de Moscou et par extension le cœur de l'ex-empire soviétique. Et ils ont déployé une grande toile noire carrée de 40 mètres de côté. Donc, évidemment, juste ce fait-là, un groupe d'artistes yougoslaves qui arrivent à Moscou en 1992, en pleine débâcle de l'Union soviétique et qui déploie au cœur de la ville un carré noir. On comprend qu'on a affaire à un geste symbolique. Quel est le symbolisme? Qu'est-ce que Irwin voulait dire par là exactement? Ben là, on peut spéculer là-dessus.
Est-ce que c'est un geste de réconciliation avec la puissance dominatrice de toute l'Europe de l'Est? Est-ce que c'était plutôt un pied de nez, un geste d'appropriation du carré noir? Ou est-ce que c'est une affirmation de la supériorité de l'art sur la politique? Bon, on peut donner différentes interprétations et je pense que c'était le but du geste. Mais tout ça pour dire que cette performance-là, c'est pas mal, à ma connaissance, une des dernières œuvres de récupération vraiment politique du carré noir, de l'avant-garde. Les tendances plus générales dans l'art au cours de ces dernières années, ça tend plutôt vers une dépolitisation, une esthétisation de l'avant-garde, même en Russie, où elle a été tellement chargée politiquement, émotivement. Donc, rapidement, j'ai 2 images d'exposition. En Russie, ces dernières années, il y a eu au moins 2 expositions consacrées uniquement à l'héritage du carré noir dans les arts visuels. Donc, c'est vous dire à quel point c'est une veine très, très productive, la récupération du carré noir. Donc, ça, c'est une vue de l'exposition Les Aventures du carré noir au Musée russe de Saint-Pétersbourg en 2007. Et puis, une vue de l'autre exposition qui a eu lieu plus dans une plus petite galerie à Moscou, 100% Black Square. Et puis, bon, on voit un peu les œuvres dans ces expositions avaient tendance à être très, très esthétisantes. Ça reprenait le carré noir plutôt comme une forme pure. Et puis, il n'y a pas tellement de discours politique qui ressort de la majorité des œuvres qui étaient présentées dans ces expositions-là. En fait, dans une œuvre comme celle-là qui est au premier plan, le chant d'Oleg Tatarintsev, qui est constitué de bols noirs. Certains qui sont peints avec un fini mat, d'autres avec un fini brillant. Tatarintsev disait de son œuvre qu'il y avait rien à en tirer d'autre que ce que l'œuvre donne à voir. C'est des bols, certains avec de la laque brillante, d'autres avec de la laque mate qui sont disposés en carré dans une pièce. C'est tout. Donc, dans les œuvres comme ça, le carré noir semble un petit peu désamorcé. Même le radicalisme esthétique qu'avait le carré noir en 1915 disparaît un petit peu. Par ailleurs, dans l'art contemporain, les thèmes auxquels on associe beaucoup le carré noir, on le voit particulièrement associé à l'idée de la mort. Bon, ici, une autre image, une autre installation du groupe Irwin, Corpse of Art, qui reproduit en fait, encore une fois, une photo de Malevich sur son lit de mort, une photo célèbre, Malevich mourant entouré de tous ses tableaux. Donc, Irwin a décidé d'en faire une installation avec un mannequin de cire représentant le cadavre de Malevich. Qu'est-ce qu'il y a sur le cercueil lui-même, là, la chose qu'on voit là, Droit? Ça? Oui. Ça, c'est le cadavre de... Oui. c'est la tête de Malevich en cire. Oui. Donc, cette idée de mort, mais aussi un autre thème auquel on associe beaucoup le carré noir, c'est le thème du commerce, évidemment. J'aime bien le titre du deuxième, Alternative au carré noir. Donc, ça transpose bien un peu l'esprit de notre époque. Et puis, un peu dans un même ordre d'idées, cette installation d'Andrei Molodkin, qui est composée de pétrole brut. Molodkin, c'est un peu une série qui poursuit depuis quelques années de faire des œuvres avec du pétrole brut. Ici, de faire un carré noir en pétrole brut, c'est pour faire allusion au contrôle
de l'art en Russie actuellement par l'industrie du pétrole. C'est là qu'est tout l'argent. Et puis, les magnats du pétrole de nos jours dictent un peu les tendances dans le monde de l'art en Russie. Donc, c'était une dénonciation de ça. Ce qu'on voit, parce que là, je dois avouer que je ne comprends pas vraiment. Là. C'est-à-dire, qu'est-ce que le pétrole, il est où? C'est une cage? C'est comme un aquarium? C'est un bloc d'acrylique. Okay. Puis, il y a un tuyau qui remplit le bloc de pétrole. Et là, c'est comme aux 3/4, c'est ça? C'est comme c'était... Le blanc, c'est du... C'est du C'est vide. du non-pétrole, là. Oui, c'est du vide, ouais. C'est du non-pétrole. Excusez, on voit le pétrole tranquillement monter dans comme... C'est ça, là, c'est comme un récipient. Je sais pas si on est supposé voir le pétrole monter ou si ça reste, Okay. si ça reste Puis comme à ça. terre, Je l'ai pas vu en vrai. À terre, devant, c'est quoi? C'est Des tuyaux. C'est des Ouais, tuyaux, ouais. c'est ça? Oui. Quand je pense à ce que Harper pourrait faire avec les sables bitumineux, sur le mode du corps et noir. C'est pas une artiste. Ah, t'es sûr? Non. Excuse-moi, j'avais Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la conclusion rapide qu'on peut tirer de ces liens qui sont faits entre le carré noir et la mort, le carré noir et le commerce, évidemment, c'est que l'avant-garde n'est pas très en forme aujourd'hui. Rétrospectivement, on semble considérer son projet comme un échec. En fait, c'est ce que les dernières œuvres que je viens de montrer semblent nous dire. Pourtant, il me semble que cette abondance même des références au carré noir dans l'art contemporain, comme je vous disais, ce que je viens de vous montrer, c'est seulement un très petit échantillon. Cette abondance de références nous amène quand même à nous poser des questions. Manifestement, l'avant-garde, le carré noir en particulier, semble littéralement hanter les artistes, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent l'héritage de l'avant-garde. On a même dit de l'art contemporain russe une fois que c'était non pas un art d'après Malevitch, non pas un art donc post-Malevitch, mais un art sur Malevitch. Tellement il s'agit d'une présence importante. Donc, même si l'avant-garde est morte, le dialogue avec celle-ci, manifestement, est encore productif. On dirait bien avoir toutes ces œuvres-là qu'on n'a pas encore réglé nos comptes avec l'avant-garde. Donc, ça me mène ça à conclure que l'avant-garde est une notion dont on ne peut pas faire l'économie, même si l'avant-garde en tant que phénomène n'existe plus. C'est peut-être une conclusion préliminaire, du moins pour cette section-là, de mon travail. Maintenant, il reste, je pense, plus tellement de temps. Je présentais assez rapidement la dernière partie que j'avais prévue pour mon exposé sur l'avant-garde et l'imaginaire contemporain. Peut-être que je vais sauter ce que je voulais dire sur les tendances récentes dans la théorie des avant-gardes pour me concentrer plutôt sur les tendances récentes encore en art contemporain. Attendez, je vais juste m'assurer que je peux sauter ça et que tout va avoir du sens encore. Oui. Donc, je reste encore, vous remarquez, je parle beaucoup de la Russie, je parle beaucoup de l'Europe de l'Est. C'est pas parce que c'est plus important, c'est pas parce qu'il se fait rien d'intéressant ailleurs, c'est simplement que c'est là-dessus que portent mes recherches pour le moment. Et puis là-bas, une tendance qu'on peut observer ces dernières années, outre ce type d'activité de récupération que j'ai montré avec les images du carré noir, c'est une volonté de revenir au projet de l'avant-garde historique, revenir à ce projet pour le compléter, pour explorer les voies qui ont été abandonnées par le passé.
des voies qui ont été abandonnées, on le sait souvent de force, à cause du contexte politique. Donc, c'est une tendance qu'on observe dans l'ère actuelle, une tendance à considérer les projets inaboutis des avant-gardes historiques comme des pistes de création fécondes. On a donné différents noms à ces pratiques artistiques-là. Entre autres, on parle de rétro-avant-garde, on parle aussi de rétro-utopisme. Donc, c'est assez intéressant de noter ici qu'on parle de rétro et non pas de néo. Donc, il y a dans cette idée, dans cette notion de rétro, une idée de retour en arrière qui est bien assumée. Les artistes qu'on associe à la rétro-avant-garde ou au rétro-utopisme sont parfaitement conscients du fait que le retour à l'avant-garde peut être considéré comme un geste d'arrière-garde. Leur approche de l'avant-garde n'est pas du tout naïve en ce sens-là. Ce qui arrive par contre, c'est qu'eux n'accordent pas de valeur à cette logique téléologique, cette logique progressiste qui préside à ce raisonnement selon lequel tout retour à l'avant-garde est un geste d'arrière-garde. Donc, je vous présente rapidement encore quelques pratiques rétro-avant-gardistes ou rétro-utopistes que je trouve assez intéressantes. Il y a un collectif d'artistes qu'on peut associer aux pratiques rétro-avant-gardistes, tout particulièrement un collectif d'artistes slovènes encore qui s'appelle NSK. NSK pour Neue Slowenische Kunst, Nouvel Art slovène en allemand. NSK, c'est un collectif d'artistes extrêmement actifs, un collectif qui regroupe lui-même d'autres collectifs, d'autres groupes d'artistes qui œuvrent dans différentes disciplines. Donc, le collectif NSK contient, entre autres, le collectif Irwin, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai déjà montré 2 installations. La branche théâtrale de NSK s'appelle le cabinet cosmocinétique Noordung. C'est donc un groupe qui fait des expériences de théâtre en apesanteur. Ça fait du théâtre sans gravité. Un drame sans gravité d'abord. Donc, oui, des expériences de théâtre en apesanteur, soi-disant, je les cite ici afin de conclure le projet suprématiste d'un art libéré de la gravité. Donc, on peut voir ici une analogie entre ça et puis les tableaux de Malevich avec des formes qui flottent librement dans l'espace. Le cabinet cosmocinétique Noordung travaille depuis déjà 15 ans sur un projet intitulé Noordung 1995-2045. Un projet assez intéressant, c'est une pièce qui est censée se répéter tous les 10 ans depuis 1995 avec la même troupe. Évidemment, au fil des années, les acteurs vont mourir. Les morts vont alors être remplacés par des effigies. La dernière représentation est prévue pour 2045. Évidemment, à ce moment-là, si on prend en considération les dates de naissance des acteurs, ils devraient être tous morts ou plus très vifs pour la plupart. Mais là, qui va... Est-ce qu'il y a une pièce avec parole, donc, et donc qui va dire les répliques? Ah, ça, je sais pas. Peut-être déjà enregistré jusqu'en 2040. Ah ouais, ok, donc comme ça, les effigies, en fait, n'ont plus à parler, la trame sonore est maintenue. Non, c'est intéressant de voir jusqu'où ils se rendent. Moi, pour l'aspect sonore, j'ai aucune idée, franchement. Mais il y a au moins quelqu'un là-dedans qui a fait son testament, qui a exigé qu'il y ait une reprise. Mais le directeur de la troupe, c'est le plus âgé de tous, mais il a prévu que lui sera encore vivant en 2045.
Donc, il va pouvoir s'occuper. Je croyais qu'on voyait plus l'utopie. Je pensais qu'on voyait plus l'utopie. C'est le rétro-utopisme. Et puis, cette dernière représentation, évidemment, en 2045, est supposée avoir lieu dans l'espace. Non, ici, c'était dans une place où les cosmonautes, les astronautes s'entraînent dans une station d'entraînement. Mais la dernière représentation va se faire vraiment dans l'espace. Donc ça, c'est un exemple assez éloquent de rétro-utopisme. Un autre projet lié à NSK, c'est le projet NSK State in Time. Donc le State in Time, c'est un État conceptuel sans territoire physique, mais qui possède ses propres insignes, ses propres ambassades, ses propres consulats temporaires qui sont habilités à émettre des passeports. Il donne des passeports à tous ceux qui en font la demande et qui sont prêts à payer le prix, parce que c'est quand même assez coûteux à faire. C'est vraiment des passeports qui sont faits tout à fait conformes aux standards de production des vrais passeports. Donc, le projet State in Time a commencé, c'est né en 1992, donc en plein démembrement de l'URSS et de l'ex-Yougoslavie, à ce moment où en Europe émergeait une quantité de petits États complètement nouveaux, des États qui n'avaient jamais même existé avant, des États qui étaient généralement fondés sur des critères comme l'ethnicité ou la religion. Donc, le State in Time, c'est un petit peu une réponse à ça, une réponse utopiste à ça, une volonté de créer un État qui soit pas fondé sur l'exclusion, mais bien sur l'inclusion. Un État alternatif aussi pour ceux qui refusaient d'entrer de choisir une citoyenneté réductrice à cette époque-là, en devenant citoyen d'un des nouveaux petits pays qui se créaient. Et puis d'ailleurs, dans la période un peu de chaos au début des années 90, où les agents de douane étaient un petit peu dépassés par les événements, par tous les nouveaux documents officiels de pays dont ils n'avaient jamais entendu parler avant, il y a des gens, apparemment, qui ont réussi à voyager avec ces passeports-là. Ah oui? Ouais. Il y a des douaniers qui sont fait chicaner. Oui, sûrement. Mais en fait, il paraît que même, je ne sais plus quel pays d'Afrique où ces passeports-là sont très populaires, puis qu'il y aurait des gens qui auraient réussi à passer des frontières avec. Donc, j'ai pas plus de renseignements là-dessus. Donc ici, on voit cette création d'un État dans le temps, c'est un geste utopiste vraiment typique de l'avant-garde historique. On peut faire des parallèles aussi, évidemment, entre cette situation... Comment? J'aimerais commenter. Éric Laine, ça. Évidemment, aujourd'hui, la citoyenneté NSK, c'est un peu un moyen les gens qui réclament ça, c'est souvent des artistes, des gens liés au milieu de l'art. Bon, ça fait les liens entre ces personnes-là. Donc, je disais, c'est un geste typique de l'avant-garde historique. Le contexte politique en Europe de l'Est au début des années 90 peut être mis en parallèle aussi avec ce qui se passait au début des années 20, quand il y a eu la révolution bolchevique et que tout semblait possible. C'est un petit peu ça à nouveau au début des années 90. C'est intéressant de noter que les instigateurs de ce projet-là, du State in Time, prétendaient eux aussi, encore une fois, poursuivre le projet suprématiste d'un art qui s'élève au-dessus des contingences terrestres. Donc, c'est l'idée de faire un État qui n'a pas d'existence spatiale. Je vous cite un texte manifestaire de NSK là-dessus. L'un des buts de NSK est de prouver que l'abstraction, avec sa composante philosophique fondamentale, le suprématisme, contient un programme social adéquat pour les besoins de l'homme moderne et de la communauté.
Le NSK State in Time est un organisme abstrait, une entité suprématiste installée dans la sphère sociale et politique, comme une sculpture composée de la chaleur corporelle, de l'esprit et du travail de ses membres. Je vous parlerai pas, j'aurais voulu vous parler aussi, pour conclure là-dessus, sur le rétro-utopisme et tout, des travaux plus théoriques de Svetlana Boym. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une comparatiste américaine. Je peux vous montrer par contre peut-être juste son site internet. Oh non, ça ressort bizarre sur mon ordinateur, ça. Donc ça, c'est le site internet de Svetlana Boym qui élabore sur un concept qu'elle appelle le off moderne, qu'elle présente comme une nouvelle approche de l'histoire qui prend sa source dans les expérimentations modernistes du début du 20e siècle. Donc, Boym présente cette approche, le off moderne, comme un détour du côté du potentiel inexploré du projet moderniste, s'ouvrant sur la modernité du que serait-il arrivé si, plutôt que sur la modernisation telle qu'elle fut. Donc, je vous laisse, si ça vous intéresse, aller jeter un coup d'œil là-dessus. L'adresse de son site, c'est svetlanaboym.com. Et puis, je pense que c'est le temps que je conclue, c'est le temps de conclure. À force de faire du rétro avant-garde, les temps modernes, paradoxaux. Donc, c'est ça, en gardant à l'esprit cette idée de la